Bonjour, bienvenue à tous pour ce premier épisode des saisons de l'astrologie 2017. Alors tout au long de cette année, nous vous proposons des rendez-vous à chaque trimestre avec un nouvel astrologue pour découvrir les enjeux, les influences planétaires, pour savoir comment les utiliser à la fois pour élever notre conscience de qui nous sommes et aussi de pouvoir nous positionner, mobiliser nos forces, nos talents pour améliorer notre vie. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube où vous pourrez découvrir toutes nos vidéos et nos conférences gratuites régulières. Pour parler de l'hiver, nous allons accueillir aujourd'hui Isabelle Imbert. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Bonjour de la France. Isabelle est en direct avec nous depuis la Provence, le sud de la France. Alors, je vais vous montrer le programme donc, de ces rencontres. Nous commençons avec Isabelle Imbert aujourd'hui pour l'hiver. Donc, nous allons couvrir les 3 premiers mois de l'année. Au printemps, nous recevrons Patrice Munsinger le 20 mars. L'été, nous le couvrirons avec Farah Sabi alias Ozalé le 21 juin. Et puis, nous terminerons avec Luc Biget en automne le 22 septembre. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Imbert. Bonjour. Isabelle dirige le centre Aroma Ayurveda, un centre de médecine ayurvédique près de Marseille, dans le sud de la France. Elle est également thérapeute en Ayurveda en Inde. Elle pratique également au Québec et en Arizona. Elle est formée par le docteur Ashgar au Kerala et elle conjugue ses soins très novateurs avec de la thérapie par le son avec son collaborateur Gilles Bédard. Mais elle est surtout astrologue jyotish, c'est-à-dire en sciences védiques. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui en quoi consiste cette science, quelles sont les particularités de cette forme d'astrologie, parce qu'on la rencontre assez rarement, Isabelle. Oui, tout à fait. Donc, oui, écoute, la présentation, ok. Donc, en fait, moi, je suis praticienne aussi et consultante. Et donc, là, ce soir, on va parler donc du jyotish, en fait. Donc, c'est l'astrologie védique. Donc le jyotish alors moi j'ai appris avec des maîtres indiens et en même temps donc j'apprends comme l'Ayurveda aussi en Inde et avec un maître qui est aussi également en France. Alors le jyotish que moi je travaille, c'est celui de l'Inde mais du Sud, parce qu'il en existe un autre aussi dans l'Inde du Nord. Et donc le tableau, on va dire le plan natal, parce que on dirait une forme de tableau, on le montrera tout à l'heure. Le plan natal, ça représente en fait le plan céleste. Donc ça, celui-là, c'est celui du sud de l'Inde, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent celui du nord de l'Inde, donc ça ne sera pas le même. Je préfère le dire au début pour ceux qui connaissent un peu. Alors, le jyotish, en fait, c'est en 2 mots, c'est yoti et ish. Yoti qui veut dire lumière et ish qui veut dire divin. Donc, en fait, c'est la lumière du divin. Donc en fait moi j'appelle ça un peu la science des corps célestes. C'est la lumière qui va éclairer donc les Védas et le jyotish en fait c'est l'un des 6 Vedanga et c'est ce qu'on appelle en fait les yeux du Veda. Alors je vais parler beaucoup de Védas, c'est vrai ce soir. Les Védas, il faut savoir que ce sont les textes sacrés. Qui émanent en fait des rishis. Les rishis, c'était donc les maîtres indiens à l'époque, qui donc en fait avaient des informations qui émanaient de leur grande méditation profonde, et ils avaient déjà à cette époque-là en fait des informations pour que l'espèce humaine elle puisse déjà prendre soin d'elle-même. Parce que les gens commençaient à être malades, puisque les Védas donc donnent les informations pour que l'être humain soit en bonne santé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'art de vivre. Et l'astrologie est une des branches aussi, pareil, des Védas, où on va trouver aussi l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda, en fait, on travaille aussi l'astrologie. En tout cas, ancestralement, on le faisait, ce qui ne se fait peut-être beaucoup moins aujourd'hui, parce que dans un plan natal, on va retrouver toutes les informations de la santé aussi d'un homme. Donc, dans l'Ayurveda, en fait, les médecins ayurvédiques, soit ils étaient aussi astrologues védiques, soit ils étaient accompagnés d'un astrologue, parce qu'on va trouver en détail exactement en fait le corps humain. Et on va surtout aussi
voir au travers donc de ce plan natal exactement ce qu'il faut mettre en prévention, en place, pour éviter d'être malade. Puisque l'Ayurveda, donc c'est une médecine ancestrale, et qui est là plutôt en prévention, hein, on évite d'être là en curatif. Aujourd'hui, on l'est malheureusement. Mais par rapport à une médecine classique, on va surtout, le médecin, il est tenu de tenir la population en bonne santé, quoi. En fait, il n'est pas là pour réparer les dégâts entre guillemets. Donc, dans un plan natal, donc c'est vraiment le reflet. Hein, on va mettre en lumière exactement tout l'être tel qu'il est, sans jugement, avec ses noirs et ses blancs, ses bons et ses pas bons, comme je dis. Et donc, on va mettre en lumière pour que justement, il prenne conscience de qui il est exactement et qu'est-ce qu'il va mettre en place pour qu'il ait une belle vie, quoi, en fait. Hein. Donc, on est aussi quand même dans le monde des Védas, on est quand même dans l'hindouisme, hein, si ça reste une philosophie de vie. On croit à l'incarnation. Donc, si on est venu ici, sur cette planète Terre, c'est justement pour s'améliorer. Donc, il y a des gens qui vont nous dire, moi j'ai un bon karma, un mauvais karma. Le mot karma en sanskrit veut dire action. Ça veut dire qu'est-ce qu'on met en action sur cette terre en ayant la vision déjà de son plan natal au moment où l'on est pour qu'on ait une vie qui nous correspond. Pas qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, puisque le bonheur, il peut être totalement différent chez les uns et chez les autres. Il y en a certains, pour eux, le bonheur, c'est d'aller s'acheter une super belle voiture, d'avoir une belle maison. Il y en a d'autres, le bonheur, c'est qu'une chose, c'est aller prendre une canne à pêche et rester toute la journée au bord d'une rivière. Donc, ça va pas du tout être et c'est correct pour tous les deux, quoi, en fait. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie védique rejoint complètement, est en lien avec la thérapie, la médecine ayurvédique. Et en ce sens-là, on pourrait dire que ça rejoint la médecine chinoise, qui est une médecine de prévention. Finalement, on n'intervient pas une fois qu'on a des désordres et des malaises, des maladies. C'est vraiment pour que l'être humain puisse s'auto-gérer, peut-être au niveau de sa santé et de son bien-être. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, pour aller plus loin, c'est que toutes les médecines ancestrales, alors on va dire que c'est né en Chine, que c'est né en Amérique du Nord, que c'est né, en fait, à la base, elles émanaient toutes du bas de la Mongolie. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au travers des guerres, même nous en France, on avait surtout la médecine druidique. Et à l'époque, donc en fait, c'était les moines du temps de la Gaule qui étaient allés en Inde, qui avaient récupéré des informations et arrivés en Gaule. Donc après, ils se sont servis intelligemment, puisqu'en fait, le but des médecines ancestrales, on est un microcosme dans un grand macrocosme. Donc, sans faire le cours en Ayurveda ou autre, on va vraiment, je veux dire, voir un être comme l'être humain, comme un animal, comme un végétal ou comme un minéral. On est fait des 5 éléments. Donc, on vit dans les terres, mais après, on est fait d'air, on est fait de feu, on est fait d'eau, on est fait de terre. Donc, on participe de toute façon. On est dans l'univers tel quel. Donc, on va, pour pouvoir justement être en bonne santé, utiliser ce qu'on appelle vraiment les plantes entières ou le minéral entier. Et ancestralement, c'est ce qu'ils faisaient. Ils coupaient pas les morceaux ou ils prenaient pas qu'une petite cellule. On est une cellule entière, donc on va gérer notre corps en unicité. Donc, on a un corps physique, mais on n'a pas qu'un corps physique. Hein. On a des corps subtils. Et si on purifie donc en fait nos corps, tous nos corps, tout est en lien, tout est électromagnétique. Hein, voilà. Et donc toutes les médecines après, la Chine, pareil, elle a pris en fait les bases et ensuite elle a commencé à travailler avec les plantes, les minéraux qu'elle a chez elle dans son continent, avec ses saisons qui sont différentes éventuellement de l'Inde, hein, puisqu'après par rapport aux guerres qu'il y a eu entre la Chine et le Tibet. Finalement, l'Ayurveda a pu renaître, hein, parce que c'est une des plus anciennes, qui a pu renaître justement donc dans l'Inde du Nord avec des maîtres
puisque l'Ayurveda était une médecine qui était apprise que de manière orale par le sanskrit, puisque c'était un langage oral et non écrit. Mais ils ont commencé à écrire parce que sinon ils reperdaient encore tout, quoi, en fait. Et comme en Amérique du Nord, si on prend la médecine donc des Amérindiennes, donc où on a des hommes médecine, c'est pareil, ils vont travailler aussi avec des plantes, avec du minéral, éventuellement avec de l'animal. Donc, on va toujours utiliser tout ce qui est sur la terre-mère, en fait, pour pouvoir travailler. Et donc, pour revenir, si tu veux, au niveau de l'astrologie, on appelle ça, en fait, un plan céleste. C'est-à-dire que le plan, voilà, donc là, on le voit directement. Donc, en fait, à partir de là, donc, en fait, on voit sur ce plan-là, donc ça, c'est le plan natal, c'est-à-dire qu'un plan natal, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, on va demander à la personne, en fait, sa date de naissance précise, son heure et son lieu. Parce qu'en fait, quand elle naît, on va dire dans l'incarnation, déjà, toutes les planètes sont en liaison avec l'incarnation de la personne. Donc, en fait, on travaille avec l'âme, hein, l'âme de la personne. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici directement? Donc, après, on a donc tous les signes, hein, puisqu'on a le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Alors, dessous, vous verrez, par exemple, bélier, mécha, tout ça, ce sont des noms en sanskrit qui correspondent donc en fait à l'astrologie védique. Hein. Donc, on va travailler déjà dans ce sens-là. Et puis après, on a au-dessus, vous voyez par exemple, si on prend bélier, au-dessus, il y a Ashwini, Bharani. Alors, en astrologie védique, on est sur une science, puisque c'est une science mathématique, hein, qui va étudier, si vous voulez, de façon précise, donc le déploiement séquentiel de la loi naturelle de l'existence humaine. Et donc, en fait, on va travailler aussi également sur un système qui est lunaire. Je ne veux pas comparer par rapport à l'occidental, que je connais très peu, mais il est lunaire parce que la Lune, si vous voulez, au niveau des calculs, donc en fait, c'est beaucoup plus précis. Donc, on a moins de décalage. Donc, il est vrai que, par exemple, des informations que l'on donne en astrologie védique, elles peuvent être décalées pratiquement jusqu'à 30 degrés, hein, c'est possible, c'est 28 et des poussières, ça change un peu selon les périodes. Donc, on a souvent à peu près donc 30 degrés. Donc, si on arrive à la fin d'un signe, ben, ça peut être décalé, quoi, en fait. Et donc, on est sur le lunaire et en védique, donc les Védas ont une mythologie très importante. Et donc, en fait, ils travaillent toujours, il y a toujours une liaison avec des déités, hein, qui ont une importance, qui ont un schéma, qui ont une explication. Et donc, on va, par exemple, pour le bélier, pendant la période du bélier, donc il va y avoir en fait des séquences, et ce qu'on appelle des padas. Les padas, donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chaque pada fait à peu près 3 20. Qui est aussi en liaison avec le signe. Et à partir de là, donc, on va avoir une étoile. Et les étoiles, en fait, il y en a 27. Et c'est ce qu'on appelle des nakshatras. Donc, on va travailler aussi sur les 27 nakshatras qui vont donner un peu, j'appelle ça, moi, la philosophie, même à la limite, le pourquoi notre âme, elle est venue s'incarner. C'est très, très juste. Quand je fais vraiment les études sur ce plan natal, on va vraiment avoir des informations qui sont très précises. Alors, il ne faut jamais prendre les informations au premier degré. Comme je le rappelle, c'est quand même c'est ce qu'on appelle l'astrologie quand même philosophique, hein, des Védas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de philosophie. À travers ça, donc on va avoir des informations qu'il faut prendre des fois au 2e et au 3e degré, mais c'est pour pouvoir avancer ce qu'on appelle vers l'illumination, hein, c'est-à-dire vraiment dans une vie qui est plutôt loin du matériel, hein, par rapport à ce que l'on connaît, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu
le cadre. Et à partir de là, donc en fait, il y a tout un système mathématique où on va poser après donc les planètes. Hein, on va poser donc les planètes qui vont venir se mettre aussi dans les signes. À partir de là, oui. Je t'en prie. Juste après, je reviendrai avec un point. Ok. Et à partir de là, donc on va ce qu'on appelle décrypter. Hein, voilà. Donc on va décrypter. Je voulais expliquer. Tu avais une question à me poser ou Eh bien, je faisais la remarque que cette carte du ciel est carrée déjà, contrairement à l'astrologie occidentale qui est rond. Et puis, je voudrais également qu'on aborde si tu es d'accord, bien sûr, qu'on aborde un petit peu l'aperçu de cette année 2017. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, sans rentrer dans les détails, puisqu'on va ensuite passer au premier trimestre, janvier, février, mars, on va détailler les énergies qui sont en place. Okay. Alors, je te laisse nous présenter cette année selon l'étude avec l'astrologie védique. D'accord. Alors, ce qu'il y a de particulier en fait cette année, alors tu peux montrer la carte en fait où on a placé donc en fait les planètes pour juste avoir cette vision là déjà, parce que c'est très particulier. Donc, j'ai fait juste en fait un focus dès le 1er janvier à 0 heure. Hein, voilà. Donc en fait, on est dès le premier jour. Et à ce moment-là, donc, la Lune était placée, on la voit là directement donc à gauche, la Lune était placée donc en Capricorne à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, là, donc tout à l'heure, j'ai regardé, et donc la Lune, par contre, est en Taureau. Par contre, très important, c'est que c'est particulier. Cette année, on a démarré en fait avec ce qu'on appelle un yoga Kalasarpa. Donc, un yoga Kalasarpa, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les planètes, comme on le voit, elles sont pratiquement toutes du même côté et elles sont entre donc Rahu et Ketu. Alors, je vais expliquer. Rahu et Ketu, c'est deux nœuds. Alors, c'était juste pour montrer ça. Et il n'y a que Mars qui est légèrement un peu décalé de 5 degrés à peu près. Mais toutes les planètes sont placées donc du même côté. Donc ça, c'est très particulier parce que du coup, on est plutôt dans la partie basse du plan natal et sur le haut du plan natal. Donc là, c'était juste pour montrer comme ça parce qu'après, on a aussi les aspects. On a aussi, là, j'ai marqué juste les maisons pour montrer, mais c'était vraiment pour bien montrer cette particularité. Alors, Yoga Kalasarpa, ça veut dire le serpent de la mort. Alors bon, il y a toujours des termes qui sont très particuliers, c'est-à-dire que c'est en même temps une année spéciale parce qu'on est concentré sur que certaines maisons, dont là, la maison, avec Ra, il y a dans la maison 12, la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais par contre, il y a un déséquilibre parce que dans les maisons 7, 8, 9, 10, 11, on n'a aucune planète. Alors, il y a quelques petits aspects quand même en l'étudiant, mais c'est pas énorme. Donc, du coup, en même temps, ça peut donner une grande force dans les maisons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 surtout, et 12. Par contre, ça crée un déséquilibre parce que tout est d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Donc, il va falloir en fait travailler un peu tout ça, hein, c'est surtout ça. Alors, surtout en connaissant après petit à petit donc les maisons, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder surtout pour regarder en 2017, ça va être difficile personnellement et dans le monde, hein, il ne faut pas le cacher. Mais en fait, c'est un défi. Hein, toujours pareil, en védique, il ne faut jamais dire c'est blanc, c'est noir. C'est quand on voit quelque chose, quand ça se présente comme ça, quand on a un plan natal, et c'est comme un plan natal particulier, là on est parti du premier jour par rapport à la Lune, hein, comment elle était placée, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi, en fait? Donc, on sait très bien que l'humanité doit grandir. Donc, quelque part, si on regarde, en fait, où on en est, c'est un défi. C'est un défi pour l'humanité, hein, parce que ce sont plutôt des maisons qui sont personnelles, hein, toutes les maisons qui sont touchées où il y a beaucoup de planètes. Donc, il y a un gros travail. En même temps, on est sur une année où on n'a pas vraiment des planètes qui sont soit ce qu'on appelle en domicile ou qui sont auspicieuses.
et qui ne sont pas en chute non plus. Hein. Donc, elles sont dans une place. Donc, elles sont ni très fortes, ni trop faibles. Elles sont soit neutres, soit amies, c'est tout. Donc, il n'y a pas de gros éclats non plus. Donc, c'est tout un travail profond à faire, en fait, selon, bon, alors là, c'est général. Après, il faut voir chacun où on en est par rapport à ça. Mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde est impacté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout seul dans son coin et avoir son petit plan natal. Et puis, on n'a rien à voir avec les autres. Non, parce que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on met en action dans sa vie, même ne serait-ce que par rapport à ce que l'on pense, comment on agit, les mots que l'on va dire, tout ça, tout est électromagnétique et on est tous en relation avec les planètes. Hein. Donc, je le disais au début, il y a beaucoup d'informations qu'on trouve dans un plan natal qui vont correspondre, c'est carrément même le plan d'un cerveau. On n'a pas le temps ce soir de tout regarder, mais dans chaque maison, dans chaque planète, tout correspond à des parties, des membres de son corps, quoi, en fait. Hein. Ça peut être les yeux, ça peut être la terre, ça peut être en même temps le cerveau, c'est pareil. Il va y avoir par exemple le soleil, la lune, Mercure qui vont correspondre ne serait-ce qu'à certains moments par rapport à l'hypothalamus, l'hypophyse. Donc c'est très intéressant d'aller vraiment chercher si on veut vraiment améliorer quelque chose. Hein, voilà. Donc comme je disais, c'est une année difficile, mais en même temps ça peut nous offrir d'excellentes occasions en fait de croissance et de prospérité, mais très exceptionnelle. Donc, ça peut être très exacerbé d'un coup, quoi, en fait. Donc, pour des personnes qui ont beaucoup travaillé déjà sur eux, avec des idées bien précises, alors j'ai dit des idées bien précises, c'est-à-dire si on a déjà fait un travail, l'humanité nous demande d'être le plus vrai avec soi-même. Hein, c'est surtout ça, d'aller faire vivre son âme, le pourquoi elle est venue. Hein, donc, si on en est dans une période où on est encore, j'allais dire, à côté de ces pompes, où on n'est pas encore trop dans ce qu'on devrait faire. Après, il n'y a pas de jugement, on est peut-être encore dans ses peurs, mais on n'est plus dans notre petit coin à douter, parce qu'à force de douter, on va douter du doute, quoi, finalement. Donc, en même temps, au final, on n'avance jamais, quoi. Donc, j'allais dire, le petit Mozart qu'on a à l'intérieur, mais il faut le sortir, quoi, en fait. Il faut qu'on sorte de nos placards, quoi. C'est vraiment ça, hein. Voilà. Il y a une chose avant que j'oublie, c'est que c'est très particulier aujourd'hui, quand même, juste au moment où on commence donc l'astrologie, la Lune, elle est en Taureau. Il faut savoir que la Lune, elle est très auspicieuse, c'est sa meilleure place en fait, en tout cas en védique. Elle est complètement exaltée. Voilà, à partir donc de 3 degrés et encore maintenant, donc à 19 h pour nous France et vous donc 13 h, elle est vraiment très très exaltée. Et donc en fait en Taureau, donc elle a sa lune et sa lune, donc sa nakshatra qui s'appelle Rohini. Et Rohini en fait apporte prospérité et abondance et elle va matérialiser ses désirs. Donc moi ce que j'inviterais quand même aux gens aujourd'hui, c'est de mettre une belle intention aujourd'hui, d'y croire vraiment parce que c'est possible qu'elle se réalise. La lune, elle est là pour nous aider aussi également, quoi, en fait. Donc, pour un cycle de 28 jours. Pardon? Elle est en Taureau jusque quand? Elle s'en va là, demain elle est en Gémeaux là. Donc c'est vraiment aujourd'hui quoi. Elle est auspicieuse vraiment pile aujourd'hui quoi en fait. Donc demain là, elle s'en va en Gémeaux quoi en fait. Donc c'est vraiment aspirer à quelque chose et qui soit très constructif. Bon, de toute façon c'est un peu le reflet de cette année quoi en fait. Hein. Donc de travailler là-dessus. Donc il y a, je vais revenir un petit peu donc au niveau de l'analyse. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a, vu comme elles sont placées au niveau des planètes, en fait, on est plutôt au-dessous de l'horizon, comme on appelle, hein, puisqu'elle est en 2 parties. En haut, il n'y a rien. Donc, on a les maisons surtout de 1 à 6. Et en fait, ce sont des maisons en fait, qui vont refléter des aspects profondément personnels de notre existence. Hein. Donc, on va, par exemple, la définition de nous-mêmes, hein, déjà. Alors, par exemple, quand on a la maison 1, la maison 1, c'est l'identité, c'est nous-mêmes, c'est le corps. Hein, donc, qui on est, où on en est, en fait, par rapport à nous. Et puis après, on va aller, voilà, c'est bien de le représenter.
On va avoir la maison 2. La maison 2, c'est la vie de famille, c'est l'accroissement, c'est les valeurs essentielles aussi. Après, on a Saturne, donc là, qui est en maison 3. La maison 3, c'est tout ce qui est en rapport avec le courage, la dextérité, les compétences, mais en matière de communication hein, aussi. La maison 4, j'appelle ça l'harmonie familiale. Hein. Donc, vous voyez, on est dans le corps, on est dans la vie de famille, on est aussi avec les amis, on est dans la communication, on est dans l'harmonie familiale. La maison 5, ça va être les enfants, ça va être la joie, ça va être le plaisir. Et puis, on arrive donc à la maison 6, et la maison 6, c'est tout ce qui est perfectionnement de soi. Donc, si on veut, ben, on reste vraiment chez soi et on travaille, quoi, en fait. Donc, ça nous amène avec vraiment un travail très personnel. Donc, aller travailler sur notre dignité personnelle, nos relations avec les frères et sœurs aussi, les finances, les sentiments que l'on a par rapport au foyer, notre santé hein, avec la maison 1 et la maison 6, puisque la maison 6, c'est aussi le soin, la manière dont on va réagir aussi à l'opposition, à la compétition, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, alors il y a les deux, en même temps, nous avons les planètes qui nous demandent de plus en plus de communiquer, de partager, d'échanger, et en même temps, dans les entreprises, je l'entends tous les jours, où on va être de plus en plus dans la compétitivité. Donc, il faut aussi faire face à toutes nos conséquences aussi, de nos actions passées hein, aussi, parce qu'on a tendance en fait à toujours regarder ce que l'on a mal fait, où on est sur nos inquiétudes, on est plutôt dans des insécurités. Donc 2016 a été quand même assez compliqué pour tout le monde. Et donc c'est vrai que il faut se servir en fait de tout ce qui s'est passé un peu sur cette année 2016 pour que on puisse continuer à avancer au fur et à mesure et à sortir de cet isolement. Parce que là, on aurait tendance, hein, parce que ce sont vraiment des maisons qui sont quand même des domaines de nos vies. Et là, par contre, dans les prochains mois, les 12 prochains mois, là je le dis sur l'année, il faut à tout prix qu'on reste calme parce que les événements, ils vont chahuter. Hein, ça a déjà bien commencé, malheureusement. Réfléchir dans nos vies perso, ok, mais il faut résister vraiment à pas rester tout seul dans son coin parce que comme ce sont des planètes qui sont un peu privées, et il faut aller vers les autres. Hein, il faut vraiment que on puisse déjà s'aimer par rapport à qui on est et aller de l'avant, hein, aller vraiment de l'avant, même si on a commis entre guillemets des erreurs en 2016, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, hein, on va régler cette année en fait tous les effets de 2016 que l'on a pu faire dans les mois à venir. Hein, donc on va utiliser les luttes de l'année qui ont été qui sont passées, c'est-à-dire on fait un bilan hein, un peu de la façon dont on a surmonté les épreuves. Hein. Si par exemple il y a des personnes qui ont été dans des périodes où on a été très saturnien, où ça donne des obstacles, mais pour pouvoir grandir, en fait on va passer cette année en fait à aller de l'avant. Alors le yoga Kalasarpa, il peut nous pousser à être très tourmentés, hein, parce que vu son nom, donc il va provoquer de l'agitation intérieure, puisqu'il va y avoir des événements sur la scène internationale et internationale qui vont chahuter. Donc ça peut nous faire augmenter en fait notre stress donc émotionnel ou psychologique, qui risque de menacer aussi notre santé et notre tranquillité d'esprit, hein, toujours corps, âme, esprit. Donc vraiment, il faut qu'on considère le plus possible l'actualité avec le plus possible de philosophie. Comme je disais, qu'on ne reste pas sur le premier degré et qu'on aille vers le deuxième ou le troisième. Il ne faut pas se laisser aller par la colère et surtout pas aller, quand on voit les choses sur le plan international,
on a peut-être une colère politique qui est là. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'alarmisme général de beaucoup. Il faut vraiment qu'on rehausse le niveau donc des échanges. Il faut rester dans la positivité, augmenter notre propre conscience, celle des proches, et puis élever nos vibrations positives. Ce que je disais, tous les mots que l'on dit, toutes les actions que l'on fait, plus elles vont être positives et plus on est en relation avec les planètes. Donc, tout va être électromagnétique de plus en plus. Hein. Donc, plus on va mettre de positivité et plus les planètes, ben, elles vont bouger, elles vont nous aider dans ce sens-là, quoi, en fait. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire, vis-à-vis de la carte que tu nous présentes, est-ce qu'on peut dire que c'est une année plutôt terre que ciel, c'est-à-dire qu'on est à s'occuper de notre vie, faire un bilan dans la vie matérielle, en fait, de ce qu'on est, puis de ce qu'on a mis en place. C'est comme si on ne pouvait pas y échapper cette année, visiblement. Cette année, on ne peut pas y échapper. Alors, ce que j'allais dire aussi en complément, c'est-à-dire qu'en astro-védique, dans le plan, là, ici, par exemple, on a toute la partie, par exemple, bon, là, on n'en a pas, mais de la partie 7, de la maison 7, les demeures, maison ou demeure, comme on veut, les maisons 7, 8, 9, 10, 11, ça, ce sont des maisons qui, normalement, sont dans ce qu'on appelle les gunas. Les gunas, je vais expliquer après, mais ça, ce sont les gunas plutôt rajasiques. C'est ce qu'on retrouve en Ayurveda, qu'on va retrouver aussi dans la médecine, dans l'alimentation. Donc ça, c'est tout ce qui est rajasique. Donc, on voit qu'il n'y a aucune planète rajasique. Ensuite, à partir de la maison 12, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, ça, ce sont en fait des maisons qui sont dans la guna tamasique. Et ensuite, de la maison 5, 6, 7, ça, ce sont des maisons qui correspondent à la guna sattvatique. Donc, en fait, on n'est que sur du tamasique et on n'a pas de rajasique. Donc, tout ce qui est tamasique va nous ramener, bien sûr, donc à la terre, hein, c'est-à-dire que ça représente plutôt la structure. Et le côté sattvatique, c'est plutôt l'élan spirituel. Le côté rajasique, ça va être le mouvement. Mais là, aujourd'hui, c'est de consolider, d'aller vraiment chercher ce qui est important pour soi, aller repartager les bonnes valeurs. Et donc, on va se concentrer vraiment là-dessus. Hein, vraiment, il faut vraiment qu'on le travaille, hein, vraiment à fond. Alors après, on va pas rentrer dans l'analyse vraiment parce qu'on en aurait pour un bon moment, quoi, en fait. Hein. Merci pour ce point de vue général sur l'année. Est-ce que tu es prête pour qu'on rentre dans le premier trimestre, donc l'hiver 2017, qu'on fasse un focus sur les 3 premiers mois de l'année selon l'astrologie védique? Alors, au niveau alors déjà, cette année-là, on y était déjà et ça va aller jusqu'à à peu près mi-janvier, fin janvier.